Nous enchaînons sans perdre de temps parce que nous avons attrapé le retard qui a été le nôtre en début de cette journée. Et nous saluons l'arrivée sur cette piste du fringant Jean-Philippe Descartes, qui normalement devrait faire son entrée par ici. Le voilà. Jean-Philippe Descartes. Jean-Philippe, si vous m'y autorisez, posons le cadre général. Vous allez prendre la parole tout d'abord seul, puis vous serez rejoint pour une table ronde par d'autres intervenants. Vous avez en tout pour l'ensemble 55 minutes. Au bout de 53 minutes, je viens faire un tour de piste. Et au bout de 55 minutes, je rentre en chantant la piste aux étoiles. C'est parfait. Merci beaucoup, Calixte. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Pour introduire cette table ronde sur le thème « Oser bifurquer », j'aimerais partager avec vous les résultats d'une enquête que j'ai menée pendant 2 ans et demi autour de la question « Pourquoi et comment des cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs décident-ils de bifurquer professionnellement pour s'engager autour de l'urgence sociale et écologique alors qu'ils font partie des gens les plus privilégiés de notre société ?» Ce travail, il a donné lieu à un livre qui est sorti aux éditions Payot en septembre et qui s'appelle « Le courage de renoncer » et il s'appuie en partie sur plus d'une centaine d'interviews de diplômés de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs âgés de 25 à 65 ans, sur mon expérience personnelle et aussi sur de nombreuses recherches en sciences sociales. Alors moi, qui ne suis ni journaliste, ni chercheur, mais qui suis un entrepreneur, comme vous, j'ai été jeune dirigeant d'entreprise pendant plus d'une dizaine d'années. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette question ? Bien avant tout, pour répondre à une question que je me posais, puisque je suis un de ces privilégiés diplômés de grandes écoles. Alors avant de vous partager quelques retours et quelques conclusions sur ce travail, il faut que je vous parle un petit peu de mon parcours. Parce que si je suis un peu caricatural, il y a 5 ans, pour moi, l'écologie, c'était plus ou moins une lubie de marginaux en Sarwell, un peu régressif, pas très loin des Amish. Et pourtant, aujourd'hui, je passe 100% de mon temps à sensibiliser à l'urgence sociale et écologique. J'en ai fait la ligne directrice de ma vie, c'est ce qui lui donne du sens. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Moi qui suis diplômé d'HEC en 2010, qui était entrepreneur dans les startups, du e-commerce, de la publicité en ligne, des jeux vidéo pendant plus de 10 ans, eh bien, j'ai petit à petit, un peu comme l'eau qui bout, pris conscience de l'urgence sociale et écologique, notamment en vivant beaucoup à l'étranger. Et puis cette prise de conscience, elle a culminé lors d'une conférence de Jean-Marc Jancovici autour de l'urgence climatique qui m'a mis une vraie claque. Et suite à cette conférence, j'ai vraiment décidé de me former, de m'éduquer sur ces questions. J'ai fait une vraie boulimie de connaissances en me formant, en écoutant des conférences, en lisant beaucoup, des podcasts, etc. J'ai voulu mettre mon expérience entrepreneuriale au profit en fait, de cette lutte sur l'urgence sociale et écologique, en me heurtant à chaque fois à de nombreux freins, que ce soit des levées de fonds, le besoin de rentabilité, la concurrence, etc., qui ont fait que j'ai décidé de prendre du recul et de me consacrer à des activités de sensibilisation bénévoles, avec la fresque du climat notamment, les shifters du Shift Project, et à vivre au crochet de ma femme pendant quelques années. Et puis, quand s'est posé la question de quoi faire de ma vie, eh bien, je me suis dit, il faut que j'enquête, il faut que j'aille voir, en fait, auprès des personnes qui me ressemblent, ces alumni de grandes écoles, ceux qui sont privilégiés par la vie, mais qui décident à un moment donné de bifurquer et de renoncer, en fait, à un certain niveau de vie, à un certain confort matériel, et de discuter avec eux. Et puis, je me suis dit, si ça m'intéresse moi, je pense que ça va en intéresser d'autres. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un podcast qui s'appelle « Oser ». Et puis au fur et à mesure des interviews du podcast, j'ai commencé à écrire, à recouper des informations par-ci par-là, à voir de nombreuses similitudes, et c'est là qu'a germé l'idée du livre. Alors quel est le point de départ de ce livre ? Eh bien le premier point de départ, qui est un petit peu macro, c'est d'abord la responsabilité et le rôle des plus privilégiés face à l'urgence écologique. Alors, j'arrête pas de parler de privilégiés, d'élites, etc. depuis tout à l'heure. Pour qu'on s'accorde un petit peu sur ce que j'appelle les plus privilégiés, je vais vous donner un chiffre.
qui est celui de l'Observatoire des inégalités et qui permettra à tout le monde finalement de se positionner. L'Observatoire des inégalités définit en 2021 que pour faire partie des 10% les plus riches en France en termes de revenus, j'exclus le patrimoine, il faut toucher au moins 3 200 € par mois, par personne, après impôt. Voilà. Donc c'est à ces personnes-là, c'est de ces personnes-là que je parle quand je parle des plus privilégiés. Donc j'en reviens à ma responsabilité et mon rôle. Responsabilité avant tout, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une corrélation très claire entre être riche et avoir une empreinte écologique mortifère. Un exemple, si on prend juste l'angle du carbone, 10% des plus riches sur la planète sont responsables de 50% des émissions. Rôle, pourquoi? Parce que ces plus riches et plus privilégiés, eh bien, ce sont aussi ceux qui sont dans les positions de pouvoir, dans les positions de décision, dans les entreprises, dans les organisations, dans les administrations. Alors très bien, ça c'est un constat de base, et vous me direz, est-ce que ces gens-là ont envie de bifurquer? Eh bien c'est le troisième point de départ, en fait ils n'ont pas le choix. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Parce que nous sommes dans une situation catastrophique au niveau de la biosphère qui dépasse de loin la problématique de l'urgence écologique. Les chercheurs qui ont défini les 9 limites planétaires dans les années 2000, donc ces 9 limites planétaires, la biodiversité, le changement climatique, le cycle de l'eau, du phosphore, etc., sont arrivés au point qu'aujourd'hui, l'année dernière, en avril 2022, cette année, en avril 2022, nous avons déjà dépassé 6 de ces limites planétaires. Donc si je commence à répondre, dans un cadre un peu macro, pourquoi en fait oser bifurquer, la première réponse, c'est parce que c'est un cadre éthique. Pourquoi? Parce que finalement, nous sommes responsables. Deuxièmement, parce que c'est une question de pouvoir, parce que nous sommes en situation d'opérer un changement dans le cœur du système. Et troisièmement, parce que c'est une question de survie. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, malheureusement, seulement une minorité des plus riches et des plus privilégiés osent bifurquer. Et c'est bien normal, parce qu'il y a de nombreux freins à la bifurcation. Moi, j'en ai identifié 3 importants. Bien évidemment, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais le premier, c'est un frein social. Un frein social, pourquoi? Parce que, en tant que privilégié, et comme tout groupe social, en fait, on vit dans un entre-soi. Et cet entre-soi fait qu'on a peur de perdre, on a peur d'être différent, on a peur de s'extraire de notre groupe. Le deuxième, c'est un frein financier. Puisque être privilégié, avoir un certain niveau de vie, c'est renoncer à un certain confort matériel, à un certain niveau de vie. Typiquement, quand on travaille dans l'ESS chez Emmaüs, on n'a pas le même salaire que chez McKinsey. Ce confort matériel, on pourrait se dire, finalement, c'est quelque chose d'assez facile auquel renoncer, c'est vraiment un truc de riche. Pas tant que ça, parce qu'en fait, renoncer à ce confort matériel, c'est faire évoluer complètement son cadre de vie. C'est bien souvent décider de ne plus vivre au cœur des villes, au centre de Paris. C'est repenser là où on met ses enfants à l'école. C'est repenser les vacances au ski avec les copains à Méribel. C'est repenser les week-ends à Copenhague et consorts, etc. Donc c'est en fait opérer une transformation complète de notre vie. Dans les freins financiers, s'ajoute à ça aussi toute la mécanique de la dette, dans laquelle je ne rentrerai pas en détail, dette étudiante, dette financière, qui bien évidemment empêche d'aller vers certains métiers qui ont un niveau de revenu assez faible. Enfin, un troisième frein, et c'est peut-être le plus important, le frein idéologique. Les plus privilégiés, et dans une moindre mesure la société entière, est baignée dans les valeurs de ce que j'appellerais le capitalisme néolibéral. Quelques exemples de ces valeurs, l'éthique du travail, l'individualisme, la propriété privée. Aujourd'hui, ces valeurs ne sont plus des croyances, mais elles sont devenues en fait un ordre naturel des choses, implicite, qui fait qu'on ne les questionne plus, et c'est bien là le problème. Parce qu'elles nous font apparaître un état naturel des choses. Elles font apparaître la doctrine de Margaret Thatcher, « There is no alternative », comme étant la seule norme, la seule possibilité, et rendent complètement illusoire, dérisoire ou utopiste toute possibilité d'agir autrement. Alors heureusement, certains arrivent à dépasser ces freins, osent bifurquer, mais malheureusement, le chemin est encore semé d'embûches. Une première de ces embûches, c'est le risque de se marginaliser. Pourquoi? Parce que lorsque l'on souhaite changer le système, lorsque l'on souhaite s'en extraire, lorsqu'on a une vision assez réelle de ce qu'il est et de son impact mortifère sur le vivant, il devient très très difficile de continuer à vivre dedans et on veut s'en extraire tout au plus.
Le deuxième, c'est le greenwashing. Je pense que vous le connaissez bien, je ne rentrerai pas dans le détail, avec des exemples assez parlants, celui de la compensation ou celui de la neutralité. Finalement, tout le monde est neutre en carbone, c'est magnifique. Enfin, le troisième, c'est le risque de fausse bonne idée, et celui-ci, c'est peut-être le plus perfide et le plus pernicieux, puisque, à la différence du greenwashing, il naît d'une réelle volonté de changer les choses. 3 exemples de la fausse bonne idée. La première, c'est la voiture électrique, par exemple. Remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques. La seconde, ça va être la finance verte. Et puis la troisième, ça va être le recyclage des plastiques. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une fausse bonne idée? Un peu toujours à la même chose. En fait, c'est une idée qui propose de changer quelque chose un petit peu à la marge, souvent à grand renfort technologique, sans remettre en cause la racine et le cœur du système. Cette fausse bonne idée, elle vient de la pensée en silo qui nous fait perdre l'aspect vraiment systémique des choses. Alors comment faire, vous me direz, puisque je dresse un portrait assez noir de la bifurcation? Eh bien en étant radical. En fait, la bifurcation, vous l'aurez compris, pour moi, c'est avant tout une révolution culturelle. Ce n'est pas une révolution à la marge, c'est changer drastiquement le système. Et comment ça s'opère? Eh bien en opérant à la fois une déconstruction individuelle et collective. C'est remettre en cause les rapports de domination entre humains avec les non-humains. C'est remettre en question le technoscientisme hérité de Descartes et Bacon. C'est remettre en question le fait de pouvoir contrôler, de pouvoir maîtriser les choses, et notamment le vivant, et de pouvoir le diriger, ce vers quoi l'on va le traiter en ressources. Comme le disait Einstein, on ne peut pas changer les choses si l'on garde le même système de pensée avec lequel on l'a créé. Cette révolution culturelle, ce processus de bifurcation radicale, c'est un peu ce que Donella Meadows, la célèbre autrice, co-autrice du rapport Meadows en 1972, spécialiste en dynamique des systèmes, dénommait comme étant l'effet de levier le plus efficace pour opérer une transformation au sein d'un système. Alors je vous rassure, ce processus de renoncement, ce processus de déconstruction, une fois qu'on l'a entamé, il est heureux. Puisque tout ce qui aujourd'hui peut apparaître comme une contrainte, finalement apparaît non pas comme quelque chose qui empêche, mais quelque chose qui permet. Comme une source de liberté, une source de joie. Par exemple, on n'arrête pas de prendre l'avion juste pour baisser son empreinte carbone, ou parce qu'on se contraint, parce qu'on ne peut plus aller finalement en vacances au Vietnam, à l'autre bout du monde, ou à Bali. Non, on arrête parce qu'on a un autre rapport au monde, parce que finalement le voyage devient une aventure, parce qu'on prend le temps, parce qu'on s'arrête, parce qu'on discute de manière inopportune avec des étrangers, parce qu'on repense complètement son rapport au voyage. Je voudrais conclure en prenant les mots d'un philosophe qui m'est cher et qui s'appelle Aurélien Berland, auteur de l'ouvrage Terre et Liberté. Si toute société est structurée par un certain imaginaire, nous ne changerons pas la société actuelle sans nous libérer du rêve qui la hante, celui d'être délivré des nécessités sociopolitiques et matérielles de la vie humaine. Alors, les changements révolutionnaires de vie et de société que l'on commence à percevoir comme nécessaires nous apparaîtront sous un autre jour, infiniment plus désirable que de continuer à jouir d'une liberté mutilée dans un monde dévasté. Merci. Et maintenant, pour la table ronde, je vous propose d'accueillir Anne-Fleur Goll et Roxane Boyer. Bonjour Anne-Fleur, bonjour Roxane. Alors, je vais vous présenter rapidement pour tout le monde. Anne-Fleur, tu es diplômée d'HEC, tu as pris la parole lors de la remise des diplômes d'HEC pour appeler tous tes camarades et alumni à travailler à la transition radicale de notre société. Et tu travailles depuis 2 ans dans le conseil en transition environnementale et plus particulièrement pour les institutions financières chez Deloitte. Roxane, tu es étudiante, bientôt diplômée de l'EM Lyon Business School et tu as bifurqué. En prenant conscience de l'urgence écologique il y a quelques années, tu as complètement changé de parcours académique et professionnel en passant du marketing du luxe chez Dior au conseil en développement durable chez Utopie. Alors pour démarrer cette table ronde, j'aimerais vous demander à toutes les deux
Qu'est-ce que vous inspire le mot bifurquer? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Pour moi, c'est très mitigé parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas si aujourd'hui, choisir d'insuffler de la transition radicale chez les entreprises, mais en étant dans un cabinet de conseil, c'est bifurquer, ou si bifurquer, c'est juste élever des chaises dans le Larzac. Donc en fait, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et j'ai conscience que peut-être que mon métier aujourd'hui, parce que j'ai invité mes camarades et les alumni et tout le monde, ce que je continue à inviter tout le monde à faire, c'est-à-dire repenser vraiment profondément nos modèles économiques, les activités qu'on fait à travers nos entreprises, etc. Ça veut dire bifurquer, ou alors c'est vraiment sortir. Enfin, je ne saurais pas exactement ce que ça veut dire. Donc on me pose pas mal la question et je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si je suis. Donc il y a un peu de syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que vraiment je suis quelqu'un de légitime pour parler de ça. D'accord, merci. Roxane, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de bifurcation. Mais pour moi, avant tout, bifurquer, c'est vraiment choisir un chemin. Donc, être face en fait, un peu à un virage et se dire, où est-ce que je vais? Et ça implique ce que tu viens de dire un peu précédemment dans ton discours, ça implique de renoncer. Et dans mon cas, ça a été vraiment renoncer au business as usual et à la voie qui m'était entre guillemets destinée en sortant de grande école de commerce pour choisir de m'engager et de participer au changement. Merci à toutes les deux. Je vais revenir sur deux choses que vous avez dit, et c'est notamment Anne-Fleur sur le syndrome de l'imposteur. On discutait un petit peu tout à l'heure aussi en coulisses, et c'est quelque chose qu'on ressent un petit peu tous. Moi, le premier, tout à l'heure, je vous parle d'arrêter l'avion, alors que pendant 10 ans, je le prenais tous les mois. Donc, quelque part, je me sens assez mal placé pour en parler. Et en même temps, on a besoin de partager cette expérience, d'essayer d'inspirer, d'insuffler certaines conclusions, une analyse à laquelle on est venu. Comment est-ce que, justement, toi, tu luttes avec ce syndrome de l'imposteur, mais en étant actif, en fait, dans cette... Pour moi, de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. Enfin, il y a une notion de... chacun a sa prise de conscience à différents moments. Je pense que tout le monde ici, dans l'audience, nous, individuellement, a eu un moment où il a pris conscience du niveau de radicalité nécessaire, où il a fait ses plusieurs pas. C'est peut-être d'ailleurs pas un déclic. Je trouve qu'on met pas mal... Il y a un aspect conte de fées autour de le moment de mon déclic, alors que en fait, ça se fait sur plusieurs mois, ça se fait au fil de différents articles, au fil de différents moments, et pour arriver à ce niveau de prise de conscience. Et en fait, c'est plutôt, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on fait après? Et pour moi, c'est vachement comme ça que je l'envisage. Et je parlais de syndrome de l'imposteur plutôt par rapport spécifiquement à la bifurcation, parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais en revanche, sur aujourd'hui, comment j'agis, l'impact qu'a mon travail, l'impact qu'ont mes choix personnels, j'ai l'impression de prendre des infos, de me dire ok, du coup quel choix je vais faire, de faire ces choix, et à la fin je suis assez contente du résultat, je suis assez sûre de mon raisonnement, et donc ça fonctionne quoi. Mais je mets un tout petit bémol à tout ce que je viens de dire, chacun a son déclic quand il veut. En revanche là on est en 2022, donc là il n'y a plus d'excuses en fait. Enfin, à partir du moment où il y a ce genre de conférence, où on parle de ça, vous allez voir Timothée Parix sur la décroissance juste après, vous êtes là face à nous, où on vous dit ça, plus personne n'a l'excuse de ne plus avoir les informations face à lui, les informations physiques réelles. Sur la bifurcation, moi généralement j'aime bien la dissocier entre bifurcation individuelle et bifurcation collective. Puisque les deux sont éminemment importants, puisque au niveau individuel, on ressent très vite un plafond de verre dans les changements qu'on essaie d'opérer, et on se rend bien compte que en fait, on appartient à une société, on appartient à un système, et que si on veut bouger les choses, il faut faire collectif. Toi, Roxane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'abord des changements individuels? Tu parlais de renoncement tout à l'heure. À quoi est-ce que déjà dans ta vie tu as renoncé, et comment tu te sens par rapport à ça? Du coup, moi, j'étais dans une grande école de commerce à l'EM Lyon, et j'avais commencé par faire du marketing stratégique et opérationnel, et j'ai fait plusieurs stages donc, dans le luxe, parce que pour moi, c'était vraiment... c'était un peu un imaginaire dans lequel je baignais, où c'était des entreprises prestigieuses avec des bons salaires, ça allait être bien vu, quoi.
Donc en faisant mes stages, bon, ça se passait très bien, mais j'avais vraiment une perte de sens. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à parler de mon métier parce que j'avais un peu honte. Je me disais, mais en fait, à quoi je sers? Enfin, c'est un petit peu brutal comme question, mais je pense que c'est intéressant de se la poser. Et en plus, c'est une question que je me posais dans le contexte du Covid. Donc il y avait vraiment un décalage entre la dévastation de la biodiversité, elle était telle qu'on était tous confinés chez nous. Et moi, je vendais du parfum. Et je disais, mais enfin, c'était un décalage un peu insupportable. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je change ça. Et donc, ce à quoi j'ai renoncé, c'est peut-être à la facilité de mon diplôme qui me permettait un confort. Pareil, mes expériences étaient dans le marketing du luxe. Donc là, venir taper à la porte des cabinets de conseil en leur disant s'il vous plaît, je vous promets, j'ai envie de m'engager, prenez-moi, bah, c'est plus compliqué que si j'avais directement pris cette voie. Donc je pense que ça aussi, c'est un frein assez important. C'est qu'il faut oser. Il faut oser changer et oser se donner les moyens. Et ça, c'est parfois compliqué, mais avec de l'investissement, c'est possible. On va revenir du coup sur la manière dont vous pensez ou opérez cette bifurcation, ou en tout cas essayer d'essaimer au niveau professionnel. Et ce que tu disais par rapport au parfum, en fait, ça fait écho à ce qu'une amie d'HEC me disait déjà en 2010, qui a fait son petit bonhomme de chemin après, qui était tu te rends compte qu'on considère les diplômés d'HEC comme étant peut-être les mieux faites, vraisemblablement, dans la société, les gens qui sont censés être les plus éduqués, etc., et qu'on leur demande de passer leur temps à réfléchir à comment vendre des parfums chez L'Oréal. Bon, alors les gens de L'Oréal ne vont pas trop m'aimer pour dire ça, mais c'est vrai que quelque part, on peut se poser la question, c'est le phénomène des bullshit jobs de David Graeber, le sens que l'on donne à son travail. Comment est-ce que vous, justement, aujourd'hui, vous avez réussi à redonner du sens? Comment est-ce que vous participez à cette transformation au sein de votre activité professionnelle? Et est-ce que c'est quelque chose que, oui, vous sentez concrètement? Bah, moi, ma prise de conscience personnelle, en fait, elle est venue après ma prise de conscience professionnelle. En fait, moi, j'ai fait mon premier stage de césure et je me suis dit, OK, on passe vraiment beaucoup de temps au travail. On est 8 heures par jour, voilà, donc il faut vraiment bien réfléchir à ce dans quoi on investit ce temps, cette énergie. Bon, le changement climatique, c'est, selon toute vraisemblance, le défi le plus gros que nous, on va avoir à relever. Hein. Il n'y a pas besoin d'être très engagé pour penser ça. Donc, je vais faire ma carrière là-dedans. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je commence, j'ai fait une alternance dans les énergies renouvelables. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit que j'allais faire ça, bah, je m'informe, je me forme, je monte en compétences, ce que je n'ai pas eu par défaut parce qu'on n'est pas formé à ça. Et du coup, mes engagements personnels, ils sont venus après. Donc en l'occurrence, moi je considère aujourd'hui que mon métier, qui est donc du conseil en transition environnementale, donc j'accompagne les investisseurs, les banques, etc., à prendre en compte les limites planétaires dans leur modèle d'affaires, c'est mon plus fort moyen d'engagement. Ça va avec beaucoup de choix personnels de ces 4 dernières années sur arrêter l'avion, moins prendre la voiture, arrêter de manger du bœuf, les choses que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais limite, je trouve que ça, c'est négligeable par rapport à, effectivement, l'aspect collectif, l'aspect professionnel. Aujourd'hui, je pense qu'ici, tous, notre plus gros levier, il est professionnel. Il est ce qu'on fait de notre vie professionnelle, ce que vous faites de vos entreprises. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai fait le discours à HEC. C'est de dire, littéralement, vous tous, là, dans la salle, jeunes diplômés d'HEC, vous allez être très riches. Comme tu l'as dit très bien, ça veut dire que vous allez avoir un gros impact environnemental, même d'un point de vue personnel, parce que plus on est riche, plus on consomme, plus on émet. Mais limite, même ça, c'est négligeable par rapport à l'impact environnemental que vous allez avoir avec votre taf. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option que d'utiliser les cerveaux pour se pencher sur ce nouveau problème hyper complexe de dire, OK, comment est-ce qu'on change tout notre modèle pour intégrer les limites planétaires dedans ? Ça, c'est à nous de le définir, c'est à nous de l'avoir, de le choisir. Et toi, Roxane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment concrètement, aujourd'hui, dans ton travail, chez Utopie, c'est ça, comment est-ce que tu accompagnes les entreprises qui veulent bifurquer ? Moi, chez Utopie, je m'occupe de créer des marques positives. C'est un petit peu la méthodologie qui a été développée par l'entreprise. Et l'idée, c'est un petit peu de l'accompagnement finalement à la société à mission. Donc, créer une raison d'être, une mission qui incarne une contribution sociétale vraiment au cœur
du business model de l'entreprise et ensuite trouver des actions clés pour les implémenter parce que en fait, ça part du principe qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire de la RSE 1.0, c'est-à-dire uniquement de limiter son impact négatif sur l'environnement. Par exemple, de rajouter une gamme durable à son portfolio. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en école de commerce, par exemple, parce qu'on a des cours de marketing et on a des cours de marketing durable. Alors pourquoi, enfin c'est un contresens, pourquoi on aurait les deux? Pourquoi on n'aurait pas juste, on n'aborderait pas le marketing de façon durable? Ça c'est un peu la même chose pour une entreprise. Elle peut plus se permettre d'avoir un produit durable ou une gamme de produits. C'est changer l'entièreté de ses produits. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans mon travail. Et toi, Anne-Fleur, comment concrètement, donc tu dis tu accompagnes des banques, des institutions financières. Là, on est devant des dirigeants qui se posent des questions sur comment faire bifurquer. Alors, on a compris qu'on n'était plus dans la RSE, on n'est pas dans le développement durable. Donc, je pense qu'on est tous à peu près alignés là-dessus sur le fait que ça ne va pas assez loin. Moi, je dis même que c'est du bullshit et que ce qu'il faut opérer, c'est une transformation vraiment radicale de son modèle d'affaires, comme tu le dis. Comment est-ce que tu fais? Quelle méthodologie? Comment ça se passe? Je trouve ça assez dur de nous poser ces questions-là à nous parce que elle est stagiaire, je suis junior. Enfin, en l'occurrence, nous aujourd'hui, on essaye du mieux qu'on peut par notre rôle. Moi, je sais que je fais ce métier parce que j'aime bien le métier de conseil, tout simplement. Je le fais vachement avec mes amis. Ils se foutent de ma gueule parce que quand ils ont un problème, je les laisse dérouler, je les écoute pendant 30 minutes et après je leur dis « Ok, t'as 3 options ». Et du coup, ça me correspond bien comme métier. Donc, je choisis de faire ça comme métier. Mais très concrètement, aujourd'hui, par exemple, pour donner des exemples dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, une banque qui accorde des crédits, ça peut être ajouté aujourd'hui aux informations financières qu'elle prend en compte pour décider si elle accorde oui ou non le crédit et à quel taux, une information sur la maturité climatique de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne va pas être une notion de performance, ça ne va pas être le kilo CO2 absolu de l'entreprise, ça va être est-ce que oui ou non l'entreprise a fait un bilan carbone? Est-ce que elle suit un indicateur donné sur, par exemple, je sais pas, la quantité de plastique qu'elle génère si elle est dans une industrie qui génère du plastique? Est-ce qu'elle ne suit pas cet indicateur? Elle le suit et en plus, elle s'est fixé un objectif de réduction. Ça, c'est 3 niveaux de maturité. Et ce genre d'éléments, ça peut être intégré à est-ce que oui ou non on accorde un crédit et à quel taux? Et on peut imaginer qu'à partir de ça, si une entreprise dit oui, je vais mettre en place une feuille de route climat, mais qu'elle ne le fait pas dans les 3 ans, son taux, il augmente. Ce genre de mécanisme. Et sur le secteur de l'investissement, ça va plutôt être comment est-ce qu'on choisit les entreprises dans lesquelles on investit? Est-ce qu'on choisit les meilleures entreprises sur ce sujet? Est-ce qu'on choisit des entreprises qui ont un secteur très très à risque d'un point de vue de la décarbonation, dans l'objectif ensuite de les aider à se décarboner? Et ensuite, une fois que je suis en détention de cette entreprise, donc littéralement que je suis actionnaire, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'agis? Et ça, c'est hyper important. Et là-dessus, c'est juste un petit partage d'expérience. À partir du moment où on est dans la pièce, on a du pouvoir. À partir du moment où on est présent, littéralement, j'ai eu des actionnaires minoritaires qui disaient « Bah oui, mais on est minoritaire ». Mais en fait, à partir du moment où vous êtes tous dirigeants d'entreprise, pas moi, donc je n'ai jamais été à une réunion de board. Mais en l'occurrence, être dans la pièce, mettre ça à l'ordre du jour, à chaque board, de dire comment avance la feuille de route climat de l'entreprise, ça, en tant qu'actionnaire, ça va donner un levier aux entreprises pour le mettre en place. Peut-être qu'il peut y avoir du partage d'outils, ça va engranger quelque chose. Et je ne veux pas revenir à la métaphore que j'utilise dans le discours d'HEC, mais c'est un rouage, quoi. C'est de dire, en l'occurrence, moi je trouve que les institutions financières, elles ont beaucoup de leviers, donc j'aime bien ce que je fais comme métier parce que je trouve que ça a beaucoup de puissance potentielle et surtout très rapide. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la finance verte en soi n'est pas du tout la solution absolue. En revanche, si dans 2 mois, un gros investisseur change toute sa politique pour mettre tout ça en place, ça va changer littéralement comment est-ce que les entreprises aujourd'hui prennent en compte ces éléments, se décarbonent, etc. Donc je trouve que c'est assez direct. Alors sur la finance verte, je précise, je ne suis pas contre la finance verte, bien au contraire, mais plutôt sur la manière dont on définit et dont s'opère la finance verte aujourd'hui. Et pour ça, je renvoie aux travaux notamment de Julien Lefournier et Alain Grandjean sur l'illusion de la finance verte que je conseille vraiment à tout le monde. Roxane, toi, tu portes quel regard? Tu le disais, vous êtes juniors toutes les deux, mais moi je trouve que c'est plutôt revigorant parce que vous avez un regard en fait finalement assez neuf là-dessus. Comment est-ce que tu regardes par rapport à toi ta prise de conscience personnelle, la manière dont s'opèrent en fait ces tentatives de bifurcation
des entreprises qui sont accompagnées par le cabinet. Tu parlais de cette méthodologie d'accompagner en société à mission. Est-ce que ça s'arrête là? Quel regard tu portes vraiment sur ce chemin? Moi, c'est quelque chose qui me permet déjà... Enfin, ce travail, en tout cas, pour moi, il a énormément de sens. Peut-être d'un point de vue plus personnel, il me permet aussi de lutter contre l'éco-anxiété, qui est quand même, je trouve, assez... qui peut un peu inonder notre pensée, parce qu'on est souvent dans l'ignorance. Enfin, on ferme volontairement les yeux sur l'urgence climatique, même si on sait que c'est un problème parmi d'autres. On se dit, je le sais, mais je veux pas trop en apprendre plus. Et vraiment, quand on est confronté à ça, je trouve que c'est difficile de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avancer. Et donc, pour moi, ce métier, il m'aide énormément parce que j'ai l'impression en tout cas, d'avoir ma part. Donc, ça, c'est bien. Après, je trouve que ce changement, il est encore trop lent. Et ce que je rencontre, en tout cas, dans les missions de conseil que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises qui nous disent oui, mais nous, aujourd'hui, on a une réalité business, on a des objectifs de rentabilité. Oui, mais déjà, vous devez intégrer ces enjeux parce que dans quelques années, si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Enfin, aujourd'hui, les réglementations, les consommateurs, les investisseurs vous attendent sur ces sujets. Et d'autre part, je pense qu'il y a une entreprise qui peut exister sans mettre la rentabilité au cœur de son business model et comme un objectif ultime de croissance infinie. Je pense qu'en mettant plutôt au contraire la mission et la contribution sociétale au centre, bien sûr, en étant rentable, puisque c'est effectivement essentiel, mais sans tendre vers cette rentabilité comme un but ultime, je pense que c'est pour moi le plus important. Alors, on le disait aussi, cette bifurcation, elle est pas individuelle, elle est forcément collective, hein, puisqu'on fait partie d'un système, et c'est ce que tu disais au niveau de l'entreprise. On se rend bien compte qu'il y a énormément de freins méso, macro, au fait d'opérer une vraie transformation de son modèle d'affaires, de son modèle économique. Moi, je prends souvent l'exemple du collectif En Mode Climat, que je trouve très pertinent, qui regroupe des dizaines d'entreprises de la fashion, mais de la fashion éthique en France, qui, justement, face au fait qu'il n'était que un petit caillou, en fait, dans l'océan par rapport aux changements à faire et au changement du système, ont décidé de se regrouper pour faire lobby et essayer d'imposer de nouvelles règles au niveau de la France, au niveau de l'Europe, etc. Et du coup d'amener un pouvoir collectif. Alors ma question du coup par rapport à ça est la suivante, c'est est-ce qu'il ne faut pas repolitiser un petit peu en fait l'entreprise? Est-ce que c'est pas un écran de fumée de se dire oh, je suis neutre, il ne faut pas faire de politique? Est-ce qu'il ne faut pas justement repolitiser les choses pour opérer un changement de système? Pour moi, non. En fait, moi, j'aime bien aborder tous ces sujets avec beaucoup de rationnel. Je trouve que c'est... Alors moi, c'est des convictions. Mais comme je disais, moi, les convictions, elles sont presque venues après. Et du coup, j'aime bien, quand j'en parle aux gens, et par exemple à mes camarades de promo qui font des tafs un peu normaux, qui se posent la question du changement climatique, de l'impact de leur boulot, mais sans forcément agir, etc. Et le fait d'en parler avec énormément de rationnel et de dire, littéralement, on va avoir 40 ans de carrière, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir passer toute une carrière sans savoir faire un bilan carbone ? Franchement, je pense pas. Enfin, dans les 40 ans à venir, c'est impossible. Sans savoir ce sont les limites planétaires, pareil, impossible. Enfin, donc dans tous les cas, c'est juste hyper rationnel de dire, on entre dans ce monde professionnel. Qu'est-ce qu'on a envie d'être comme personne professionnelle ? En se projetant, limite à 20 ans, ce qui est hyper dur, mais en imaginant ce que sera le monde professionnel dans 20 ans. C'est sûr que ce sera partout, c'est évident. Enfin, c'est déjà partout, donc c'est sûr. Et donc, pour moi, l'aborder avec énormément de... Juste, c'est la réalité du monde dans lequel on aborde, et donc tu n'as pas besoin d'être engagé politiquement. Surtout que le mot politique, aujourd'hui, on a l'impression que ça veut dire qui tu votes au présidentiel. Et franchement, je m'en fous de qui tu votes au présidentiel, limite. Si tu choisis un métier là-dedans, que tu te penches sur les sujets avec suffisamment de radicalité, que tu te formes, que tu comprends, et que tu dis, ok, donc ce qui est nécessaire, c'est ça, que tu oses voir le niveau nécessaire de transformation, et que tu oses t'y attaquer, en disant, ok,
c'est ce niveau, eh bien allons-y, trouvons des solutions, trouvons des nouveaux modèles d'affaires. Ça veut dire quoi effectivement faire de la fashion durable aujourd'hui? On a l'impression que ça pue le greenwashing comme expression. Trouvons comment est-ce que ça ne pue pas le greenwashing, plutôt que de le politiser et du coup d'en faire quelque chose de contestable. Et notamment, il y a un truc hyper intéressant là-dessus, c'est l'approche de l'écologie aux États-Unis par rapport à l'approche de l'écologie en France. J'avais lu un truc, je me suis incapable de citer la source, mais sur le fait qu'aux États-Unis, elle avait été, par la force de lobby médiatique et tout, hyper politisée. Et qu'aujourd'hui, si t'es écolo, t'es démocrate, alors que tu peux pas être un écolo républicain, en gros, ça n'existe pas. Enfin, c'est surpolitisé. Alors qu'en France, ça l'est pas trop encore. Et donc, moi, je trouve que c'est précieux, le fait que ça le soit pas. Et le fait que ce soit quelque chose de plutôt scientifique et hyper... évident qu'il faut qu'on prenne en compte ce truc-là et que ce soit pas un choix politique, même si on sait que ça l'est, mais en fait de ne pas le présenter comme ça. On n'en déplaise aux Khmer verts et aux wokistes. Si on en revient sur un plan un peu plus individuel, toi Roxane, comment ça se passe aujourd'hui en fait? Comment est-ce que tu vis tout simplement le fait d'avoir opéré cette bifurcation? Comment est-ce que ça se passe avec ton cercle social? Ils te disent quoi? Ils ont quel regard sur ton changement de vie? Je pense que pendant la période de transition, j'ai eu un petit peu de tous les avis différents parce que du coup j'ai dû renoncer, comme je te le disais au début, j'ai dû renoncer et donc quand tu cherches un travail et que tu renonces tu dis non à des opportunités dans le marketing du luxe de bonnes entreprises, c'est vrai que du coup mes proches ne comprenaient pas trop. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que à ma petite échelle, je peux un peu inspirer aussi mon entourage parce que c'est du coup possible de changer de voie et donc voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'avoir un impact. J'ai un impact dans mon travail aujourd'hui, mais j'ai aussi un impact personnellement parce que je donne l'exemple, on va dire, que c'est possible d'être en grande école et de faire des bons choix. Après, je me mets face à certains obstacles, par exemple le salaire, t'en parlais aussi tout à l'heure, mais là, si je suis embauchée dans ma boîte, je vais sûrement gagner 3 fois moins que mes camarades de promo, donc c'est assez difficile et c'est pour ça qu'il faudrait que ça change et qu'il faudrait que des entreprises réussissent à prendre ces enjeux à bras-le-corps et à proposer, nous, en tant qu'étudiants, on se disait ça tout à l'heure avec Anne-Fleur, à nous proposer ces opportunités-là pour qu'en sortant d'école, on ait des entreprises qui soient engagées et qui nous proposent les mêmes conditions et les mêmes avantages que des entreprises valorisées aujourd'hui. Peut-être pour compléter sur ta question de comment est-ce que c'est pris, enfin comment est-ce que c'est vu, je pense que c'est intéressant parce que je t'entendais en parler juste avant sur toi, à quel point il y avait eu beaucoup de freins dans ton entourage social, de choses auxquelles tu dois renoncer et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon vécu. Moi là, depuis le discours, j'ai l'impression d'être une cool kid, mais enfin en fait que vraiment genre ça devient le nouveau truc qu'il est bien de faire entre guillemets. Enfin, et ça rentre dans le... Alors, je dis pas que c'est le cas aujourd'hui pour tout le monde, je suis biaisée, bien sûr. Mais en l'occurrence, créer des nouveaux imaginaires dans le cadre de la transition, créer des nouveaux emplois, ça y participe. Et aujourd'hui, imaginez-vous dans 5 ans, même dans le CJD, là, essayer de vous battre sur qui est-ce qui va avoir le plus remis en question son business model, ce sera eux les gens inspirants en fait. Et c'est ça, c'est créer le nouveau cool. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, en l'occurrence, mes potes d'HEC, ils me regardent plutôt avec énormément de respect et de se dire, en fait, ça a l'air trop bien. Et j'ai eu énormément de gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient aussi se poser la question de leur taf, parce qu'ils voulaient aussi changer, faire d'autres métiers que ceux qu'ils faisaient aujourd'hui. Et aussi d'étudiants, genre, qui entraient en première année. De gens de prépa qui m'ont dit merci de me souvenir pourquoi je taffe autant. En fait, c'est pour avoir de l'influence, c'est pour avoir de la responsabilité et pouvoir faire ce genre de choix. Je pense que ça fait longtemps que quelqu'un qui bosse dans la finance classique, on lui a pas dit un mec en prépa merci de me rappeler pourquoi je taffe autant quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même un changement de paradigme sociétal, culturel, qui est en train de s'opérer, de dire aujourd'hui faire des choix radicaux, ce n'est plus être le relou de service. Demander à ce qu'on fasse pas les vacances entre potes en avion
ce n'est plus être le relou de service, c'est être quelqu'un de responsable au sein du groupe de potes. Et moi, personne n'ose me dire « Oh, t'es chiante ». En l'occurrence, juste les gens disent « Bah oui, effectivement, t'as raison, d'accord, on va partir en France ». Il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir, qui est celui du militantisme à travers la bifurcation et de comment on se sent par rapport à ça, dans le sens, la position qu'on prend de devoir toujours convaincre, en finalement, quelque part, s'épuisant dans ce travail-là, puisque finalement, c'est aussi ramer à contre-courant, même si c'est vrai que ça devient un peu plus mainstream. Alors, c'est peut-être pousser les choses un peu loin, hein, mais en tout cas, un peu plus partagé. Comment est-ce que vous préservez aussi au quotidien et dans votre vie par rapport à ce travail? Tu parlais d'éco-anxiété, dans ces discussions, Roxane? En fait, justement, quand on m'a demandé, enfin, quand on m'a proposé de venir ici, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, pourquoi moi? Enfin, je sais pas. Est-ce que je vais apprendre quelque chose à des dirigeants d'entreprise? Donc, j'ai jamais vraiment voulu être dans cette posture-là de je vais essayer d'apporter quelque chose ou essayer d'inspirer. Enfin, pour moi, mon engagement, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est important aussi qu'on comprenne qu'on n'est pas obligé toujours d'être dans l'extrême et qu'on peut trouver quand même un terrain d'engagement qui nous correspond. Et donc, là, je vais un petit peu dans mes limites, mais je pense qu'il y a eu différentes façons de le faire. Moi, aujourd'hui, je trouve mon sens dans le travail que je fais et dans ma consommation personnelle, parce que je trouve que quand on commence à réaliser donc, tous ces enjeux-là, ça entraîne, tu l'as dit tout à l'heure, tout un cercle, enfin même un effet domino, parce que ça remet un petit peu tout en cause. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, je trouve du sens dans mon travail et dans ce que je fais aujourd'hui, et je m'engage un peu à côté, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je vais un peu. Je pense que Anne-Fleur, toi, tu... on en parlait justement un peu avant. Moi, il y a deux manières avec lesquelles trois peut-être, avec lesquelles je me préserve. Bon, la première, c'est le rugby, voilà. Ça me permet de me sortir la tête. La deuxième, c'est déjà, en fait, le fait de ne pas travailler dans les entreprises que je conseille, mais de travailler dans une entreprise de conseil pour ces entreprises. En fait, on en parlait tout à l'heure. Mes collègues sont mes alliés, enfin, on est tous ensemble on fait ce métier pour une raison, et du coup on est entouré de gens comme nous. Donc certes ça fait un peu bulle, mais en l'occurrence on fait ce qu'on peut on travaille aussi pour des entreprises qui le sont moins, donc voilà, mais en l'occurrence c'est très fort pour se préserver d'avoir ses collègues du quotidien qui sont d'accord. Et aujourd'hui, moi je pense que j'aurais pas du tout la force d'être la personne qui pousse ce sujet-là dans une entreprise, parce que c'est très solitaire, je pense. Mais il y a des gens qui le font et je suis juste très admirative, et c'est nécessaire de trouver. Et le dernier truc, c'est de multiplier les armes, multiplier les moyens d'action. Mon travail, ce genre d'événements, enfin moi par ailleurs je suis chez Extinction Rebellion pour les moments où j'en peux plus et j'ai envie de faire des trucs physiquement, des moments où je parle pas du tout de ça, voilà. Et du coup, de multiplier, ça permet de se dire, de toute façon, tout est un peu complémentaire. Tant qu'on a le même objectif, j'ai toujours le même objectif derrière, les mêmes convictions. Donc, c'est juste de dire, je passe un peu d'une chose à l'autre. Quand il y en a une qui m'épuise, je passe à l'autre. Et voilà. Et je pense que c'est hyper important de trouver la manière de s'engager qui nous rend heureux. Parce que si on n'est pas heureux, on ne sera pas efficace. C'est vrai que... C'était un marqueur assez important qui ressortait des interviews que j'ai faites avec des gens qui ont bifurqué. C'était justement le fait de s'entourer, comme tu dis, pour ne pas être seul en fait dans ce travail un peu de déconstruction et pour ne pas s'épuiser, et puis d'être épaulé et ne pas avoir l'impression de toujours être à contre-courant. Et c'est vrai que voilà, trouver comment s'entourer, c'était aussi les bénévoles de Pour un réveil écologique qui disaient que lorsqu'on monte des projets en interne dans les entreprises, toujours important de trouver de nombreux alliés pour ne pas se sentir seul à ce niveau-là. On va bientôt arriver à la fin, je crois, de notre échange. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils ou des éléments de partage pour les jeunes dirigeants qui sont là avec nous aujourd'hui ?
Déjà, vous avez une responsabilité. En tant qu'entreprise, vous influencez le consommateur, mais vous influencez aussi les étudiants comme moi qui sortent d'école de commerce et qui se trouvent un petit peu perdus face aux opportunités proposées, face aussi à ce qu'on nous enseigne. Moi, j'aurais aimé avoir plus de choix pour bifurquer comme je l'entends. Donc cette responsabilité, prenez-la, et je pense, posez-vous la même question que je me suis posée pendant ma bifurcation, c'est à quoi je sers aujourd'hui, quelle est l'utilité de mon entreprise dans un monde à plus 1,5 degré, et à partir de là, ancrer cet engagement dans des actions concrètes. Complètement d'accord avec Roxane. Offrez, en tant que dirigeant, aux gens la possibilité de se trouver un emploi dans lequel ils se retrouvent, en fait. Enfin, il y a énormément de gens, des jeunes diplômés qu'on est là pour représenter aujourd'hui, mais même pas que. Enfin, même des gens qui ont déjà un emploi, qui ont déjà une carrière, etc., qui cherchent à réduire leur dissonance cognitive, qui cherchent à être dans une entreprise qui se pose vraiment les questions de sa compatibilité avec les limites planétaires. Vous imaginez la fierté de dire je bosse pour une entreprise qui s'est vraiment posé la question de en quoi son modèle d'affaires il est cohérent, etc. Enfin, c'est énorme, et je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Donc soyez les dirigeants qui proposent ça, quoi. Merci beaucoup Anne-Fleur, merci beaucoup Roxane. Merci à vous. Merci. Merci Roxane, merci Anne-Fleur, merci Jean-Philippe pour vos témoignages.